bienvenue tout le monde pour la conférence automnale. Nous avons chacun notre perspective, l'expérience familiale d'un contact avec la famille d'origine en adoption internationale. Donc, juste avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des consignes pour le déroulement de la conférence. Donc, Joanne, si tu veux nous mettre la prochaine slide. Donc, vous avez remarqué là, peut-être que en fait, votre son, votre caméra ont été fermés d'emblée là, quand vous êtes rentré dans la salle. Donc, pour éviter tous les soucis techniques possibles, on vous demanderait, s'il vous plaît, de laisser vos caméras et micros fermés pendant la conférence. Il va y avoir aussi une période de questions à la fin de la conférence. On va vous demander d'écrire vos questions dans la fenêtre de conversation, donc le chat du Zoom, pour pouvoir nous soumettre vos questions que je vais ensuite lire à voix haute, puis Joanne va pouvoir y répondre par la suite. Aussi, vous avez remarqué en vous connectant que la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, la conférence va être ensuite disponible sur notre site Internet et notre page YouTube. Donc, on vous remercie de ne pas enregistrer là, par respect pour les conférencières la rencontre d'aujourd'hui. Vous allez y avoir accès là, ensuite gratuitement une fois qu'elle sera disponible sur le site web. Et la présentation PowerPoint va être aussi jointe à l'enregistrement de la conférence. Tu peux passer à la prochaine. Parfait. Donc, rapidement, pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas l'équipe de recherche, nous sommes l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse, dont la direction scientifique est assurée par la professeure Geneviève Pagé, qui est située à l'Université du Québec en Outaouais. Moi, mon nom, c'est Marie-Christine. Je suis la coordonnatrice de l'équipe en soutien à Geneviève. La mission de l'équipe principale, c'est de produire des connaissances permettant de développer des politiques et des pratiques en collaboration avec les milieux partenaires qui vont assurer le bien-être et le développement optimal des enfants placés, adoptés. Puis l'équipe de recherche, c'est une grande équipe là, qui est composée de 13 chercheurs de différentes universités, 7 co-chercheurs des milieux de pratique et 11 partenaires, donc 6 qui sont des milieux institutionnels, 2 qui sont des associations de familles d'accueil, un qui est organisme communautaire et un comité de concertation en adoption. Donc, ça nous fait vraiment une équipe très complète et interdisciplinaire. Tu peux passer à la prochaine. Si vous désirez rester informé sur les activités de l'équipe de recherche, je vous invite à scanner le code QR qui apparaît à votre écran. Ça va vous mener à une page qui vous permet d'avoir accès à tous nos réseaux sociaux, notre site web, notre adresse courriel et notre page YouTube. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu ce qui se fait, puis les prochains événements à venir, là, n'hésitez pas à aller consulter nos réseaux sociaux. On peut passer à la prochaine slide. Et juste avant de céder la parole à Joanne, je me permets de faire une petite introduction de notre conférencière aujourd'hui. Donc, Joanne Thompson-Sweeney, qui est chercheuse postdoctorale à l'École de travail social à l'Université McGill. Dans le cadre de ses études de maîtrise et de doctorat, elle s'est intéressée aux différentes facettes des expériences des membres de la famille adoptive par rapport au contact avec la famille d'origine en adoption internationale. Puis pour sa recherche postdoctorale, Joanne porte son attention sur les liens entre l'adoption, la famille et l'identité culturelle chez les individus et les familles d'origine haïtienne vivant au Québec. Donc, les participants auront l'occasion de s'exprimer par les arts performatifs. Actuellement, Joanne occupe aussi le poste de vice-présidente au sein du conseil d'administration de l'Hybridé, qui est un organisme communautaire québécois à but non lucratif par et pour les personnes adoptées à l'international.
Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Joanne pour sa conférence super intéressante qu'elle va nous faire. Merci vraiment, Marie-Christine, pour cette belle présentation. Donc, effectivement, là, j'ai vu qu'il y avait une diapositive sur le résumé. Puis là, je me demandais, oh mon Dieu, est-ce qu'elle allait tout lire ça? Mais non, c'est bien, effectivement. Fait que oui, je vais pouvoir passer à ma présentation. Donc, bon matin, tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin pour discuter du contact avec la famille d'origine en contexte d'adoption internationale. Je dois avouer que c'est assez spécial, en fait, là, d'avoir autant de temps pour parler de mon étude de thèse. Donc, je suis quand même assez excitée. Et je remercie l'équipe et le comité organisateur là, pour cette belle opportunité. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de faire ressortir la dimension particulière familiale de mon étude. Donc là, vous allez me dire, ben là, Joanne, évidemment, tu as exploré les relations familiales adoptives, c'est évident. Mais l'idée est vraiment de rentrer dans les nuances familiales, les perspectives qui sont similaires ou différentes entre les membres, en fait, là, d'une même famille. Euh, donc, vous avez le plan ici, mais je ne vais pas, vous avez pu le lire là, pendant que je présentais ma petite introduction. Euh, donc, puisque je ne sais pas trop à qui je parle spécifiquement et que je veux pas nécessairement assumer là vos connaissances, je me permets de commencer la présentation avec quelques informations de base sur l'adoption internationale et ça permet justement d'assurer aussi que nous soyons tous et toutes sur la même page par rapport à ce phénomène-là. Donc, l'adoption internationale, c'est lorsqu'un enfant adopté est né dans un autre pays. Donc, souvent, l'enfant est né dans un pays en développement et adopté par une famille d'un pays développé. Et en fait, quelques pays ayant été historiquement de grand donneur, si on veut, là, d'enfants, sont la Chine, la Roumanie, Haïti, le Vietnam, la Corée, la Colombie et la Thaïlande. Donc, l'adoption internationale implique quand même là, la rencontre de différents contextes socio-historiques, politiques, économiques, culturels. Donc, contexte ceux du pays d'origine et ceux du pays d'adoption. Et cette réalité peut entraîner divers enjeux pour les personnes adoptées, particulièrement sur les plans identitaire, culturel, mais aussi familial. Euh, donc, les personnes adoptées peuvent vivre une double appartenance culturelle, donc se retrouver entre la culture d'origine et celle d'adoption, mais aussi elles peuvent parfois ressentir ne pas appartenir pleinement à aucune des deux cultures. Donc, dans le cas des adoptions transraciales aussi, euh, les personnes adoptées là, peuvent se sentir encore plus à part, donc étrangères, en raison de leurs différences physiques entre elles et le groupe dominant de la société d'adoption. Euh, donc, leur différence peut également leur être rappelée par les autres, en fait. Donc, les personnes adoptées à l'international peuvent être victimes de microagressions, de racisme, de discrimination. Et ce qui est quand même malheureux, là, c'est que certaines subissent, oui, ces réalités au sein de la société, donc en ayant à l'extérieur de leur famille, à l'école, à leur travail, en marchant dans la rue, mais également elles peuvent justement vivre ces enjeux de microagression, de racisme là, et même de discrimination au sein de leur famille adoptive. Ce qui peut évidemment là, avoir des effets néfastes sur les relations familiales, mais aussi sur leur bien-être là, général, donc sur leur
développement. Euh, donc, ce sentiment de différence peut avoir une influence négative là, sur le sentiment d'appartenance à la famille, car elles peuvent se sentir justement pas appartenir à leur famille adoptive et elles peuvent justement se sentir étrangères dans leur famille adoptive, mais comme je disais aussi dans leur société adoptive. Et justement, ce sentiment de différence, ce sentiment de ne pas appartenir, peut pousser certaines à chercher leur place, en fait. Et pour certaines, justement, ce sentiment de différence-là peut être un moteur de la recherche des origines. Donc, la recherche des origines, c'est lorsque les personnes adoptées entament une démarche formelle pour obtenir des informations sur leurs origines ou pour s'approcher de leur culture d'origine, donc de la découvrir. Tu sais, je mentionne ça en fait pour que ça soit clair que la recherche des origines n'inclut pas systématiquement, obligatoirement la recherche pour retrouver la famille d'origine. Donc, la recherche des origines peut simplement être de découvrir des facettes de la culture d'origine, comme en écoutant de la musique, en regardant des films, ou en explorant différentes traditions culturelles ou la nourriture, par exemple, d'apprendre la langue ou en participant à des événements culturels ou en s'approchant de la communauté du pays d'origine. Et aussi, pour certaines personnes adoptées, la recherche des origines, c'est en fait de retourner dans le pays d'origine sans vouloir retrouver la famille d'origine. Et justement, là, lorsqu'elles font ça, ben, le retour au pays d'origine, on appelle ça souvent un retour aux sources ou un voyage culturel. Donc, il y a des pays d'origine, par exemple, comme la Corée, qui vont encadrer, qui vont organiser ces types de voyages. En anglais, on dirait heritage trips or ancestry trips. Donc, c'est vraiment là des voyages qui peuvent être organisés même par le pays d'origine pour faire découvrir la culture, le pays, le peuple aux personnes qui ont été adoptées. Donc, les motivations pour entreprendre une recherche des origines là sont multiples. Il y en a plein, 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 plein. Et les motivations des personnes, justement, peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Donc, lorsque je dis intrinsèque, je veux dire que leur motivation vient vraiment, ou leur motivation au pluriel aussi, viennent d'elles donc n'est pas nécessairement ou ne sont pas influencés par des facteurs externes. Et par extrinsèque, je veux dire que les ou la motivation viennent d'autrui. Par exemple, un frère, une sœur, des amis, des membres de la famille élargie. Et malheureusement, sans que les gens comprennent en fait les conséquences possibles d'une telle recherche. C'est tu connais pas ta famille d'origine, mais là tu devrais les retrouver. Va sur Facebook, vas-y, sans comprendre justement là, les effets que ça peut avoir. Et aussi sans comprendre que la personne adoptée pourrait ne très bien pas vouloir et ne pas être intéressée en fait à retrouver sa famille d'origine. Donc j'ai dit extrinsèque par autrui, mais aussi influencé par des événements externes. Si je reviens là de manière générale, pour vous donner des exemples de motivation, ben il y a le fait de vouloir comprendre les raisons de leur adoption, mieux connaître leur histoire avant l'adoption, découvrir qui sont leurs parents d'origine, découvrir si elles ont des frères et sœurs d'origine aussi. Euh, et aussi de remplir le vide qu'elles peuvent ressentir dû au fait de ne pas connaître leurs origines. Et ce qui est quand même intéressant, là, c'est que les motivations extrinsèques et intrinsèques peuvent être fortement liées. Donc, le désir de rechercher ses origines peut être influencé par des moments de transition, l'adolescence, le départ du foyer, donc de la maison,
le mariage, la naissance d'un enfant, la séparation ou le divorce des parents adoptifs. Donc, ce sont des périodes où les questionnements identitaires là, deviennent ou peuvent être en fait là, particulièrement forts. Et je dirais aussi que ben, l'accès aux origines, donc l'accès aux informations sur son histoire, est un droit reconnu à plusieurs niveaux, donc international, et donc par des politiques internationales, mais aussi sur le plan gouvernemental. Donc plusieurs pays ou plusieurs États, dont le Québec par exemple, ont adopté là, des politiques plus ouvertes en matière de recherche des origines, ce qui peut faciliter le processus. Euh, mais bien que de un, qu'il y ait plein de motivations possibles pour vouloir retrouver sa famille d'origine ou pour vouloir là, explorer d'autres facettes de ses origines, et malgré le fait que justement là, cette recherche est reconnue comme étant un droit. Mais c'est important de garder en tête que la démarche fait partie du développement identitaire de certaines personnes adoptées. Je dis certaines parce que ce ne sont pas toutes les personnes adoptées qui veulent découvrir leurs origines, qui veulent retrouver leur famille d'origine. Donc vraiment là, la recherche des origines, je répète souvent des origines là, mais la recherche n'est pas obligatoire. Donc certaines, oui, peuvent ressentir ce vide, mais certaines d'autres ou même plusieurs peuvent ne pas ressentir de vide associé à leur adoption et, comme je disais là, ne sont pas intéressés à entreprendre une recherche formelle là, et vivent quand même une vie très épanouie. Il faut aussi considérer que, en fait, pour certaines personnes adoptées qui entament une recherche, ben le résultat peut ne pas être satisfaisant et peut même être déstabilisant et même mettre un frein en fait à leur bon développement. Donc, il y a vraiment plein de possibilités là, attachées à cette recherche-là. Aussi, la recherche là, peut être entamée par les parents adoptifs. On entend souvent ça, d'ailleurs. Donc, des parents adoptifs qui veulent retrouver la famille d'origine là, pour leur enfant adopté. Puis les motivations là sont quand même semblables à ce qu'on observe chez les personnes adoptées. Donc, les parents souhaitent obtenir des réponses sur les origines de leur enfant, mais aussi de connaître en fait l'histoire pré-adoption afin que justement leur enfant puisse avoir ces informations-là. Euh, et aussi, bon, de plus en plus, là, on peut voir des parents adoptifs qui initient cette recherche pour découvrir, en fait, si leurs enfants, là, ont été victimes de pratiques illicites. Euh, et la famille d'origine peut aussi entamer cette recherche pour retrouver un membre qui a été adopté. Et c'est ce qu'on appelle la quête ou la recherche inversée. Et c'est aussi un phénomène là, qui devient de plus en plus courant en adoption internationale. Euh, mais au-delà des motivations, au-delà du fait que la recherche des origines soit un droit, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des obstacles, et des obstacles assez importants qui peuvent freiner justement là, la recherche en adoption internationale, mais aussi freiner là, la possibilité de retrouvailles, mais aussi être un obstacle lorsqu'il y a des retrouvailles. Bon, il y a différents là, ces obstacles sont à différents niveaux politiques. Par exemple, certains pays sont peu ou même pas ouverts du tout aux recherches et aux retrouvailles et donc ont des politiques là qui ne permettent pas d'accéder aux informations recherchées. Il y a des obstacles au niveau de la bureaucratie. Il y a des délais, il y a un manque de détails dans les dossiers, par exemple. Les documents ou les informations sont dispersées entre différents acteurs. On peut penser aux parents adoptifs, mais aussi
les autorités centrales en matière d'adoption internationale dans le pays d'origine et le pays d'accueil. Des documents là qui sont contenus par l'orphelinat. Donc, on peut voir là que ça devient quand même assez complexe. Et ben, il peut y avoir là, des difficultés au niveau géographique. Donc, les familles d'origine vivent loin. J'ai mentionné la Chine, par exemple, la Thaïlande, au début là, de la présentation. Donc, c'est assez loin. Et justement, là, cette distance géographique là, peut rendre les informations, peut rendre le processus, ben, l'accès aux informations, l'accès à la famille d'origine plus difficile. Il y a aussi, par exemple, les obstacles au niveau de la langue, les barrières de la langue. Donc, avoir des documents officiels dans une autre langue ou dans d'autres langues au pluriel et de devoir les traduire, ben, ça peut ralentir la recherche. Mais aussi, il y a les obstacles associés justement là, à cette traduction, mais les obstacles financiers. Donc, une recherche des origines, il y a quand même des coûts. C'est pas gratuit. Et les retrouvailles aussi, là, donc, par exemple, oui, par rapport à la traduction des documents, mais aussi relié au voyage ou au séjour au pays d'origine. Et aussi, il y a des obstacles au niveau culturel. Donc, dans certains pays, l'adoption reste tabou et la démarche peut être mal accueillie. Euh, donc, ces obstacles-là expliquent pourquoi une recherche des origines peut durer plusieurs années et dans certains cas, ben, ne jamais aboutir en fait, qu'il n'y a jamais de résultat satisfaisant. J'ai regardé un documentaire, en fait, là, récemment sur Netflix, Found, qui suit l'histoire de trois adolescentes adoptées en Chine, aux États-Unis, qui apprennent qu'elles sont en effet des cousines biologiques, mais leur recherche pour retrouver leurs parents d'origine respectifs est parsemée de différentes embûches et finalement ne porte pas fruit. Donc, l'effet émotionnel donc, le documentaire le montre très bien, là. Donc, l'effet émotionnel d'un tel échec, en fait, peut être assez grand et difficile à vivre pour les personnes adoptées. Mais ce qu'on voit, ça peut être aussi difficile pour les parents adoptifs qui les accompagnent. Voilà. Donc, dans le documentaire, justement, les filles se retrouvent grâce au test d'ADN, donc à 23andMe, plus spécifiquement. Donc, c'est un outil de plus en plus utilisé pour retrouver la famille d'origine. Et en fait, les médias sociaux sont aussi un autre outil de plus en plus utilisé là, qui permet de surmonter certains des obstacles que je viens de mentionner. Je sais pas si vous avez vu le film Lion, qui est un film américain, là, mais ça raconte l'histoire d'un jeune homme adopté en Australie depuis l'Inde. Et il retrouve sa famille d'origine grâce à Google Maps. Puis d'ailleurs, là, sa motivation est extrinsèque, donc c'est ses amis qui l'encouragent à utiliser l'application là pour essayer de retrouver sa famille d'origine. Et ce film, en fait, illustre la façon quand même intéressante d'utiliser ces différents outils qui sont devenus de plus en plus courants en adoption internationale. Et les médias sociaux, donc Facebook par exemple, et en fait Facebook surtout, euh, euh, sont justement représente aujourd'hui quand même un nouvel enjeu dans la recherche. Donc, ils peuvent, oui, faciliter les retrouvailles puis la recherche en fait, mais aussi les complexifier. Donc, la prise de contact peut être très rapide, mais aussi être sans préavis pour la personne là qui est retrouvée. Puis, je ne veux pas rentrer trop dans les détails par rapport aux avantages et inconvénients. Il y en a plein des deux côtés, mais je veux mettre l'accent là, sur la rapidité, en fait, là, à laquelle tout peut se dérouler sur les médias sociaux. Donc, cette rapidité peut diminuer les délais dont je parlais, là, qui sont propres au processus plus traditionnel, mais cette rapidité peut aussi être déstabilisant pour toutes les personnes concernées.
Euh, donc, tu sais, bon, moi, j'arrive à mon étude, mais j'ai fait des entrevues avec des personnes adultes, adoptées, mais il faut faire le lien que cette déstabilisation en lien avec l'utilisation des médias sociaux touche aussi les jeunes adoptés. Oui, les médias sociaux permettent aux personnes adoptées là, et à leur famille d'origine de contourner le processus officiel. Processus officiel qui passe par les instances gouvernementales, comme ici au Québec, le secrétariat aux services internationaux à l'enfant. Je veux pas m'attarder sur ce processus officiel, mais sachez que les personnes adoptées peuvent faire une demande auprès du SASI 14 ans et plus sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, ou si elles ont moins de 14 ans, ben, elles peuvent quand même faire cette demande-là avec l'autorisation parentale. Faire une demande au SASI pour recevoir leurs antécédents socio-biographiques et pour faire justement là, une demande de retrouvailles. Et les parents adoptifs peuvent aussi faire cette demande-là, tout comme les parents d'origine. Euh, donc, ouais, ça c'est par rapport justement aux nouveaux outils qu'on voit, en fait, là, par rapport à la recherche des origines. Super, on arrive à mon étude. L'objectif de mon projet de thèse était de mieux comprendre les différentes facettes relationnelles à la suite de ce genre de contact là, avec la famille d'origine. Donc, je m'intéressais vraiment qu'est-ce qui arrive lorsque cette recherche-là et le contact ne passent pas par les balises gouvernementales, justement. L'idée était de voir comment les relations entre les personnes adoptées et les différents membres de leur famille adoptive avaient changé ou ont changé après ce contact. Et pour atteindre justement là, les objectifs, j'ai utilisé un cadre et une méthodologie qui met l'accent sur les expériences multiples, qui permettent d'explorer les points de vue divergents, mais aussi complémentaires, mais aussi de mettre en lumière là, les dynamiques relationnelles. Bon, je sais que c'est pas tout le monde ici qui est en recherche, donc les détails plus méthodologiques peuvent être moins parlants, moins intéressants. Donc, je veux pas m'attarder sur ces éléments méthodologiques-là. Et si vous avez des questions plus spécifiques, là, vraiment, n'hésitez pas à me les poser après la présentation. Ça va me faire plaisir de rentrer là, dans les détails. Juste pour vous dire que pour mieux explorer en fait les différentes facettes des relations familiales, je me suis basée sur 5 concepts. Donc la communication, l'ouverture sur le sujet d'adoption, le sentiment d'appartenance familiale, les tensions familiales et le sentiment d'être parent. Ces concepts ont permis justement d'approfondir l'analyse des relations et des dynamiques familiales. J'ai fait des entrevues individuelles et familiales. Les entrevues individuelles ont permis de capter les expériences personnelles, mais j'ai aussi, par rapport aux entrevues familiales, en fait, là, l'idée était d'avoir ou tu sais, d'avoir d'atteindre une compréhension plus systémique et collective de l'expérience du contact. Tu sais, c'est quand même un élément particulier là de mon étude, donc je vais parler plus des entrevues familiales au courant là, de la présentation. 12 familles ont participé à l'étude, donc avec 22 participantes et participants en tout, 10 personnes adoptées, 4 pères adoptifs et 8 mères adoptives. Et en fait, 7 familles ont été représentées par plus d'un membre. Et c'est vraiment ce sont ces résultats-là que je vais présenter aujourd'hui, là. Donc, les résultats qui concernent ces 7 familles.
mais aussi 5 participantes ont participé seules à l'entrevue. Donc, soit 4 personnes adoptées et une mère adoptive. Et aussi, un couple a participé à l'étude sans la participation de leur enfant adopté. Et de ces 7 familles-là, 4 ont participé à l'entrevue familiale. Donc, plus d'un membre de la famille là, a participé à une entrevue collective. Bon, je disais que tu sais, l'élément intéressant là, de mon étude était justement les entrevues familiales, mais je veux pas vous ennuyer, mais je veux quand même aborder quelques éléments là, par rapport à ces entrevues familiales là. Donc, lors des entrevues familiales, j'ai pu observer les interactions familiales, verbales et non verbales. Par exemple, qui s'assoyait à côté de qui interpellait qui et quand. J'ai pu observer les signes d'affection entre les membres. Et lors des entrevues familiales, ben, les membres ont été confrontés à leur propre perspective, mais aussi à celle des autres. Donc, l'entrevue en fait familiale a permis d'accéder, oui, à des données collectives et en fait plus riches et dynamiques que ce qui avait été justement là, soulevé ou découverte dans le cadre des entrevues plus individuelles. Et ces entrevues ont permis d'avoir une comparaison, de faire des comparaisons plus immédiates des expériences et des perceptions familiales et individuelles, évidemment, et d'apporter justement là, des nuances qui étaient peut-être absentes lors des entrevues individuelles. Donc, voilà, fini pour les entrevues familiales. Euh, donc, là, on va rentrer plus dans les contextes familiaux. Je le répète, 7 familles dont plus d'un membre a participé à l'étude et 4 familles ont participé justement là, à l'entrevue familiale. Donc, de ces familles-là, eh bien, dans 3 cas, c'était les personnes qui ont participé étaient l'adulte adopté et ses 2 parents adoptifs. Dans 3 cas, c'était l'adulte adopté et la mère adoptive. Et pour le couple seul, justement, là, ben, c'était une mère adoptive et un père adoptif, donc sans leur enfant ou leur fille adoptive. Et on peut remarquer en fait qu'aucune famille n'a été représentée par une personne adoptée et uniquement son père adoptif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les parents adoptifs étaient séparés ou divorcés dans 4 cas, mais dans 2 cas, les 2 parents ont quand même participé non seulement à l'étude, donc à l'entrevue individuelle, mais aussi à l'entrevue familiale. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, bon, on est là pour parler du contact avec la famille d'origine. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, dans 4 cas, c'était les personnes adoptées qui ont initié le contact et qui le gèrent. Et dans 3 cas, c'était la mère adoptive qui avait initié le contact et qui le gère aujourd'hui au moment, en fait, là, de l'entrevue. Et le contact avait été initié lorsque leur enfant était soit enfant ou adolescent. Je parlais justement là des différents outils qu'on voit de plus en plus en adoption internationale pour retrouver la famille d'origine. Mais dans le cas de ces familles-là, il y a Facebook qui a été utilisé, les tests d'ADN, mais aussi les informations dans le dossier d'adoption, des personnes intermédiaires aussi. Et pour plusieurs familles, ben, plusieurs ressources étaient utilisées pour une même recherche. Dans 5 cas, au moins un membre de la famille d'origine a été rencontré en personne et dans 4 cas, au moins un parent adoptif a rencontré au moins un membre de la famille d'origine. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que sans exception, tous les parents adoptifs des 7 familles-là trouvent que les origines sont importantes pour leur enfant adopté et ces parents-là sont contents
pour leur enfant et les encourage en fait à vivre en contact là, avec la famille d'origine. Et pour les mères qui ont initié le contact, ben, elles le maintiennent pour que leur enfant puisse justement avoir ce lien avec la famille euh, d'origine. J'ai mis à l'écran tu sais, quelques extraits des entrevues. Je vais pas lire ceux-là spécifiquement, mais on parle justement des outils. On peut voir test d'ADN pour Donna, on peut voir Facebook pour Lorraine, par exemple, et on peut voir les motivations pour un père adoptif, en fait. Qui dit que c'était d'avoir les noms, les documents, de recevoir le nom de la grand-mère, de pouvoir donner de l'information à l'enfant. Puis c'est ça qui était important pour lui et sa conjointe. Voilà. Donc, pour ce qui est des dynamiques relationnelles et les figures de d'attache, ben, parmi les personnes adoptées rencontrées, 4 d'entre elles se disent plus proches de leur mère adoptive que de leur père, à des degrés divers, là, puis malgré certaines tensions. Et cette proximité se manifeste en fait principalement dans la qualité de la communication et l'ouverture émotionnelle. Et dans le cas des familles ayant vécu un divorce ou une séparation, les participantes et participants leur rapportaient souvent l'éloignement physique. Mais en fait, dans ce cas-là, c'était les participantes surtout, mais rapportaient souvent l'éloignement physique ou géographique du père, ce qui a contribué à une relation bon, ben, plus distante ou une relation pas nécessairement pas bonne, mais moins présente en fait. Et 2 personnes adoptées évoquent en fait des tensions avec leur père adoptif. Mais dans un cas, ben, tu sais, ces tensions se sont atténuées là, avec le temps un peu. Et à l'inverse, ben, 2 autres personnes adoptées se disent plus proches de leur père adoptif. Donc, une dynamique là qui s'explique souvent par des conflits passés ou persistants avec leur mère adoptive. Et encore ici, vous avez une citation de la part de Lorraine qui dit que ça l'a pris quand même plusieurs années avant qu'elle ait une bonne relation avec sa mère adoptive. Et Lorraine a participé à l'étude avec ses 2 parents adoptifs qui sont séparés. Ou en fait divorcés, je pense. Et c'est surtout son père adoptif qui était au courant des différentes facettes de sa recherche pour retrouver sa famille d'origine. Et elle parle des tensions justement avec sa mère adoptive. Donc, tensions que sa mère adoptive ne soulève pas dans sa propre entrevue. Donc, lorsqu'on voit différentes perspectives, différentes façons de voir les relations, ben c'est vraiment le... Euh, et aussi, ben, dans le cas de la fille du couple solo, ben, selon ce que les parents adoptifs rapportent, là, ben, la proximité avec le père adoptif se traduit davantage par des gestes d'affection, tandis que sur le plan de la communication, ben, c'est plus avec la mère qu'elle entretient une relation plus fluide. Et uniquement une personne adoptée souligne avoir une relation plus affective, ben, une relation affective plus forte avec une sœur adoptive qu'avec ses parents. Euh, et en fait, là, on peut voir que ces relations, puis les dynamiques là, familiales ne sont pas toujours simples, ce qui m'amène à vous parler là, des tensions familiales rapportées. Euh, voilà. Donc, dans les récits justement recueillis là, de la part des participantes et des participants, ben, certaines tensions familiales apparaissent plus marquées, notamment dans les relations entre adultes adoptés et les mères adoptives. Donc, souvent, ces tensions sont perçues comme étant liées à une implication qui est jugée excessive de la part des mères qui est vécue justement comme étant envahissante et aussi
pour certaines, ben, ces tensions sont plutôt dues à un passé conflictuel. Par exemple, ben, si on revient là à qu'est-ce qui peut être jugé excessif, par exemple, le fait de parler trop souvent de l'adoption, ce qui peut créer un malaise chez la personne adoptée. Et en fait, pour ces personnes adoptées-là, ben, ce sentiment d'envahissement est lié peut-être là, aux nombreuses questions que la mère adoptive peut poser par rapport à la famille d'origine plus spécifiquement. Euh, et en fait, deux mères adoptives disent que malgré ces tensions avec leur fille adoptive, elles demeurent présentes pour elles et continuent à les soutenir. Elles ne veulent pas justement forcer la relation avec leur fille et souhaitent en fait suivre leur rythme. Et ce qui est intéressant, c'est que leur fille adoptive, mais ne voit pas nécessairement cette ouverture et cette patience chez leur mère, en fait. Et aussi, ce qui est intéressant justement, c'est l'absence de consensus là, entre les personnes adoptées et les mères adoptives par rapport à ces tensions. Donc, elles ne nomment pas nécessairement les mêmes facteurs pour expliquer ces tensions, ou même ne voient pas, ou les deux ne voient pas. Une peut voir l'existence de ces tensions, puis l'autre peut ne pas les voir. Ben, celle qui les voit, c'est surtout les personnes adoptées, puis c'est surtout les mères adoptives qui ne voient pas justement là, ces tensions-là. Ici, nous avons deux extraits et ces deux extraits qui proviennent de l'entrevue individuelle, donc de deux participantes d'une même famille, Marie-Ève qui est une personne adoptée et de sa mère Yacine. Et les deux n'ont pas participé au volet de l'entrevue familiale, justement en raison de leur relation plus difficile. C'est la mère adoptive ici qui a initié la recherche pour la famille d'origine et lorsque sa fille était enfant, là, et pendant longtemps, ben, en fait, Marie-Ève n'avait pas d'intérêt pour sa famille d'origine ou de créer un lien avec elle, mais malgré l'absence de cet intérêt-là, ben, elle apprécie que sa mère a initié ce contact et elle et ses deux parents sont allés au pays d'origine pour rencontrer la famille d'origine, ce que Marie-Ève a trouvé vraiment, c'était un événement mémorable pour elle. Et les deux sont d'accord pour dire que leur relation est tendue, mais elles ne mettent pas l'accent sur les mêmes facteurs de tension. Donc, Marie-Ève va plus mettre le lien sur son adoption, alors que sa mère, Yacine, reconnaît, oui, le lien avec l'adoption, mais va surtout mettre l'accent sur le besoin de contrôle de sa fille. Euh, de manière générale, donc non seulement avec Marie-Ève et Yacine, mais les tensions là tournent surtout autour de la place qu'occupe l'adoption comme sujet de discussion au sein de la famille. Et justement là, euh, j'y arrive. Pour la plupart des familles rencontrées, l'adoption, justement, n'est pas un sujet de conversation courant au sein de la famille, Euh, mais, euh, mais tous les parents et les plusieurs personnes adoptées là, affirment être ouverts à en discuter. Les personnes adoptées par contre, là, soulève plus de malaise, et en particulier lorsque le sujet touche à la famille d'origine. Et justement, selon la perception de certains parents, euh, la famille d'origine est un sujet tabou pour leur enfant adopté, mais puis elles vont, tu sais, les parents vont vraiment utiliser ce mot-là, tabou, mais c'est pas un terme qui est utilisé par les personnes adoptées en fait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que les parents ont tendance à dire que le sujet concerne uniquement leur enfant adopté. Donc, c'est pas un sujet familial. Alors que pour les personnes adoptées, ben, cette vision-là met l'attention sur elles et le fait qu'elles soient justement adoptées, ce qui peut faire en sorte que elles se sentent séparées de leur famille adoptive et ne pas appartenir justement à la famille. Et
Voilà. En fait, si je fais un lien avec le contact d'origine, ce qui est intéressant, c'est que le contact a été un élément déclencheur par rapport au fait de parler de l'adoption. Donc, le contact a permis à toutes les familles là, d'aborder l'adoption d'une manière ou d'une autre, plus ouvertement, en fait. Par exemple, une personne adoptée perçoit chez sa mère une nouvelle ouverture, une attention plus grande à la possibilité de parler de l'adoption, ouverture qui n'était pas nécessairement là avant le contact. Donc, voilà. Donc, comme je viens de le présenter, il y a quand même un lien entre la communication sur l'adoption et le sentiment de différence. Ici, nous avons quand même un bel extrait là, de la part de Marie-Ève qui parle qu'elle ressemble pas à ses parents, mais que justement, elle voit ses ressemblances chez ses amis avec leur famille d'origine. C'est toujours quelque chose qui l'a dérangé, donc qui lui manquait. Et parmi les adultes adoptés rencontrés, bon, dans l'étude, là, ce sont surtout ceux et celles qui n'ont pas de frères, bon, en fait, dans ce cas-ci, c'est celles qui n'ont pas de frères et sœurs, là, qui ont aussi été adoptés, qui disent s'être senties différentes et mises à l'écart dans leur famille. Donc, c'est surtout ces personnes qui évoquent justement ce sentiment de différence. Et ce sentiment de différence est surtout sur le plan physique, mais aussi dans les intérêts et les personnalités ou les points de vue. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de différence existe aussi chez les personnes adoptées qui ne sont pas issues d'une adoption transraciale, donc qui peuvent ressembler, tu sais, à leur famille adoptive, donc elles peuvent quand même ressentir là, ce sentiment-là d'être à part, d'être différente au niveau physique, par exemple. Euh, des parents reconnaissent ce sentiment chez leur enfant euh, à- adopté. Par exemple, dans le cas de Yacine, c'est l'une des raisons qui l'ont motivé en fait à rechercher la famille d'origine de sa fille. Mais il y a d'autres parents qui vont plutôt mettre l'accent sur le fait que cette différence est une richesse et pour leur enfants adoptés, en fait, ceci invalide leur sentiment d'être à part, en fait. Et le fait de retrouver des ressemblances physiques avec la famille d'origine a été soulevé par toutes les personnes adoptées, mais aussi des parents adoptifs. Et ces ressemblances physiques, surtout, là, sont importantes et même soulageantes. Enfin, j'appartiens à un groupe. Enfin, je me vois chez quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et en fait, parmi les personnes adultes rencontrées, ben, uniquement deux, dont la fille adoptive là, du couple solo, n'entretiennent pas de relation de proximité avec la famille d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces deux-là qui n'ont pas initié le contact et qui ne le gèrent pas. Donc, justement, Donna euh, euh, partage son expérience et c'est sa mère qui a initié la recherche et elle dit que l'absence d'un contact direct avec la famille d'origine, donc le contact passe par sa mère adoptive, mais le fait de ne pas avoir cette communication plus personnelle avec sa famille d'origine est un frein en fait à l'établissement là, de relations plus profondes. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, Dana a partagé dans son entrevue individuelle qu'elle souhaitait avoir un contact direct, qu'elle souhaitait développer, en fait, là, des relations plus personnelles avec sa famille d'origine. Et elle a partagé ce souhait-là
lors de son entrevue familiale avec ses deux parents sa mère n'était pas au courant, donc c'est quelque chose de nouveau que sa mère apprenait justement, Donna a pu partager son désir. Et donc, bon, j'ai pas fait de retour depuis l'étude, mais lors de l'entrevue, l'idée était de que Donna puisse justement là, être plus qu'elle ait justement, ben c'est ça, là, un contact plus direct et qu'elle prenne un peu plus l'initiative, qu'elle ait plus d'autonomie en fait là, dans dans ce contact-là. Et à l'inverse, ben, d'autres personnes décrivent des liens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus étroits, avec au moins un membre de la famille d'origine, le plus souvent avec un frère ou une sœur d'origine, en fait. Et tous les parents sont intéressés par ce contact-là, puis à la famille d'origine, qu'il l'ait ou non initié. Donc, les parents là sont curieux, ils veulent en savoir plus sur les membres, mais lorsque les personnes adoptées perçoivent cet intérêt comme étant trop de la part de leurs parents adoptifs, ben ça peut les déranger, puis ça peut même les déstabiliser et ça peut être difficile émotionnellement à gérer justement cet intérêt excessif et ça peut justement rendre le contact même plus difficile là, à gérer là, de manière générale. Voilà. Ici, à l'écran, vous avez un extrait justement de la part d'un père. Donc, c'est le père du couple solo. Et leur fille, justement, n'avait pendant très, très, très longtemps aucun intérêt à être en contact avec la famille d'origine. Et ben, c'est ça, son père trouve ça dommage. Et la mère adoptive partage là, cette vision aussi dans son entrevue individuelle. Voilà. Donc, dans la majorité des familles rencontrées, les membres disent que le contact avec la famille d'origine là, n'a pas entraîné de changements notables dans les relations familiales existantes. Donc, différents facteurs sont nommés pour expliquer cette absence de changement. L'ouverture des parents adoptifs, le fait que c'était connu que les personnes adoptées étaient intéressées à retrouver sa famille ou leur famille d'origine. Le fait que le contact lui-même s'était bien passé, qu'il n'y avait pas justement de grandes difficultés. Mais central au discours pour expliquer justement cette absence de changement étaient les relations fortes. Donc, les relations fortes entre les personnes adoptées et leurs familles adoptives, particulièrement les parents adoptifs. Donc, ici, on a l'extrait d'une entrevue familiale entre Evelyne et sa mère Lily. Et elle nomme différents facteurs, en fait. Donc, facteurs qui relèvent de leur relation de proximité. Puis ce qui est quand même vraiment chouette, c'est que pendant leur entrevue familiale, elles riaient beaucoup, racontaient leurs histoires vraiment ensemble, se coupaient la parole avec aise, se touchaient affectueusement. Et justement, leurs interactions là, illustraient leur relation proche. Et justement, sur ce point, elles sont d'accord. Leur relation est vraiment presque fusionnelle, en fait, par leurs mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est uniquement Lily qui a partagé la courte période de froideur là qu'il y a eu avant qu'Evelyne parte dans son pays d'origine pour rencontrer sa famille d'origine. Et ben, en fait, Lily était inquiète pour sa fille, craignait en fait l'impact que ce contact pouvait avoir sur sa fille. Et c'est lors de l'entrevue familiale que nous avons pu parler de cette période plus difficile et partager chacune leur point de vue par rapport à cette situation, par rapport à l'inquiétude en fait que Lily avait pour sa fille. Euh, mais
Bon, je dis que la plupart ne voyaient pas de changement, mais certaines personnes, surtout les personnes adoptées, et uniquement en fait une mère adoptive, nomment certains changements positifs ou négatifs. Donc, certaines vont nommer un rapprochement sur les plans émotionnels, mais aussi sur le plan de la communication. Donc, le fait de parler de la famille d'origine ouvre sur d'autres facettes de l'adoption. Euh, mais justement, dans plusieurs cas, les personnes adoptées, leurs parents adoptifs, surtout les mères adoptives, là, n'ont pas la même vision quant à ce changement-là. Par exemple, pour Yacine, j'ai parlé un peu de leur famille, là, sa relation avec sa fille s'est détériorée après le contact. Et elle dit que justement sa fille était plus en colère après avoir rencontré sa famille d'origine. Alors que sa fille, non seulement elle ne perçoit pas ce changement, elle a dit que non, il n'y a pas eu de changement vraiment, mais elle dit que sa colère a diminué après avoir rencontré sa famille. Euh, donc pour Marie-Ève, la colère qu'elle ressentait envers ses parents adoptifs là, s'est atténuée après le contact ou après en fait les retrouvailles en personne avec sa famille d'origine. Et justement, cette rencontre lui a permis de mieux comprendre certains aspects de son histoire adoptive, ce qui a contribué à apaiser ses émotions. Donc, c'est quand même intéressant là, de voir ces deux perspectives complètement différentes. Et dans un autre cas, ben, il y a, par exemple, euh, une personne adoptée qui rapporte un changement positif avec son père adoptif et ses frères et sœurs. Donc, elle explique que le contact avec sa famille d'origine a agi comme un déclencheur, en fait. Ça lui a permis de parler de son expérience, d'être plus ouverte à en parler justement avec son père et ses frères et sœurs. Et elle dit que c'est surtout envers eux qu'elle s'est tournée lorsqu'elle vivait des expériences plus difficiles avec sa mère adoptive. Et ce qui est intéressant, c'est que elle va dire que à la suite du contact, eh bien, sa relation avec sa mère s'est détériorée ou est devenue plus difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa mère adoptive ne voit pas ce changement-là du tout. Euh, et malgré justement euh, ces différentes difficultés ou ces changements plus négatifs en lien avec le contact, toutes les familles adoptives, autant les personnes adoptées que, en fait, surtout les parents adoptifs, en fait, là, ne ressentent pas nécessairement de menaces face à la famille d'origine. Dans l'extrait ici, encore Pascal, qui partage son point de vue par rapport à ça, je disais aucune, mais elle perçoit en fait un sentiment de menace que sa mère pourrait vivre. Donc, elle perçoit justement que sa mère adoptive vit une certaine crainte d'être remplacée. Et elle pense que ses frères et sœurs aussi ressentent cette menace-là, mais dans sa propre entrevue individuelle, sa mère adoptive dit, puis de manière assez explicite, là, qu'elle ne se sent pas menacée, en fait. Et sa perspective est partagée par tous les parents adoptifs ayant participé à l'étude. Donc, tous les parents disent qu'ils n'ont pas peur d'être remplacés par les parents d'origine, que justement les parents d'origine ne posent pas d'obstacles à leur relation avec leur enfant adulte adopté. Et en fait, les parents adoptifs disent qu'ils sont tous qu'ils sont confiants en fait dans leur relation avec leur enfant, puis que en fait ils accueillent la famille d'origine et considèrent que leur enfant adoptif a bien deux familles. Et les personnes aussi confirment que la famille d'origine ne remplace pas
leur famille adoptive et que même malgré le contact, malgré avoir retrouvé la famille d'origine, ben, leur famille adoptive reste leur famille principale. Puis c'est vraiment là un mot que certaines vont utiliser et non seulement principale, mais certaines vont utiliser ben, ma famille adoptive reste ma vraie famille. Euh, mais il y a quand même tu sais, quelques personnes adoptées expriment le souci de ne pas heurter ou d'inquiéter leurs proches, surtout leurs parents adoptifs. Et donc, par délicatesse, justement, là, elles vont choisir de ne pas trop parler de la famille d'origine ou de faire le tri dans ce qu'elles vont dire, afin justement là, de préserver un certain équilibre familial et d'éviter de créer de malaise. Et cette posture, justement, c'est cette approche chez les personnes adoptées, illustre la complexité quand même émotionnelle qui peut accompagner la coexistence de deux familles, même si les parents adoptifs sont de manière générale là, quand même accueillants là, de cette réalité. Et voilà. Mhm. Oui, bon, on va revenir aux entrevues familiales. Ces nuances-là, tu sais, je partageais des nuances, des perspectives. Puis ce qui est intéressant avec l'entrevue familiale, c'est que elles s'inscrivent en fait dans la continuité directe des entrevues individuelles et elles ont permis d'explorer comment les thèmes soulevés en contexte individuel se manifestent dans les dynamiques et les interactions familiales. Et j'ai pu voir que pour les participantes et les participants, ben, le cadre collectif de l'entrevue familiale n'était pas un frein à l'expression de leur perspective. Donc, au contraire, tu sais, il semble avoir quand même, ben, c'est ça, une forme de continuité dans le partage, ce qui témoigne là d'un certain niveau de confort et de transparence au sein des familles rencontrées. Euh, Tu sais, j'ai parlé de l'entrevue de Lily et de sa fille adoptive Evelyne. Ben, les entrevues familiales ont vraiment permis de voir, d'observer ces interactions familiales-là pour mieux comprendre les relations familiales. Donc, j'ai pu observer vraiment les relations de proximité, mais aussi j'ai pu observer lorsque les relations étaient un petit peu plus distantes ou lorsqu'il y avait un petit peu plus de tension. Donc les interactions étaient, ou ben, les interactions surtout verbales justement, il y avait peut-être beaucoup moins de rire, on souriait peut-être un peu moins, c'était plus une entrevue formelle, il y avait moins de gestes affectueux par exemple. Donc c'est vraiment, c'était ça la richesse en fait là, des entrevues familiales. Et aussi, on pouvait voir en temps réel les différentes perspectives des membres de la famille. Donc, ça, c'était pour l'entrevue familiale. Puis encore, tu sais, je reviens sur cet élément-là de l'étude parce que c'était quand même une dimension là, innovante de ma recherche, en fait. Alors, on arrive vraiment à la fin de ma présentation. Et ben, les résultats de mon étude soulèvent des implications quand même importantes pour la compréhension des relations adoptives. Bon, de un, les entrevues familiales offrent une illustration vraiment concrète des dynamiques relationnelles, mais aussi les résultats montrent l'importance en fait de reconnaître la pluralité des points de vue au sein d'une même famille. Et les résultats soulignent que l'adoption reste un sujet sensible, parfois même évité, ce qui explique la valeur de ces espaces de dialogue, comme l'entrevue familiale. Et les résultats montrent aussi
l'importance de l'équilibre en ce qui concerne l'implication parentale. Donc, trop en faire, trop parler d'adoption, trop s'intéresser à la famille d'origine peut faire en sorte que les personnes adoptées se sentent envahies, se sentent moins bien. Et la communication, le fait vraiment de parler des attentes par rapport à ces sujets-là, peut aider à trouver cet équilibre-là. Donc, de demander aux personnes adoptées si elles veulent l'implication de leurs parents, quel format ou quelle forme cette implication peut prendre, et si elles veulent parler de l'adoption à un moment donné, comment elles veulent en parler, avec qui. Et justement, le plus important, c'est que les personnes adoptées sentent que si elles le souhaitent, qu'elles peuvent en parler et que les parents vont les écouter, que les parents adoptifs vont être là pour accueillir ce que leurs enfants adoptés vont leur partager, justement. Donc, je sais que il y a tu sais, il y a différents profils de personnes là, dans le public aujourd'hui, dans le public. Donc, tu sais, j'ai des recommandations pour la pratique, donc pour les professionnels, intervenants, intervenantes. Donc, tu sais, j'ai pas parlé vraiment de l'encadrement que les personnes ont eu, parce que c'était quand même général, il y en avait pas eu. Certaines personnes, oui, ont eu accès à du soutien professionnel, mais de manière générale, c'était très absent. Ce soutien était absent là, des discours. Mais malgré cette absence, c'est assez là, inéquivoque. Le soutien professionnel est clé. Donc, les professionnels en adoption peuvent outiller les membres, les préparer aux conséquences potentielles. Euh, les professionnels peuvent accompagner les personnes adoptées, mais aussi les parents adoptifs dans leur réflexion autour du contact avec la famille d'origine et même avant, donc autour de la recherche des origines. Et c'est important que les professionnels amènent un soutien qui est adapté, donc adapté au contexte familial. Donc, qui reconnaît et considère l'histoire adoptive de la famille, mais aussi justement là, du contexte dans lequel la famille vit, mais aussi qui reconnaît les particularités de l'adoption internationale. Euh, Justement que le soutien soit adapté aux besoins spécifiques de chaque membre de la famille. Parce que comme on a pu voir, les expériences et les perceptions sont différentes. Euh, donc, les professionnels, justement, ont besoin là, de mettre l'accent sur ces différents vécus-là. Donc, vraiment, là, de reconnaître et de considérer les particularités de chacun et chacune. Et c'est aussi important que le soutien soit soutenu long terme, avant, pendant et après le contact, mais vraiment tout au long du parcours adoptif. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, presque tout le temps, là, c'est l'importance de ce soutien long terme. Plus spécifiquement, là, pour les personnes adoptées, les professionnels peuvent aider les personnes à cibler leurs besoins, à explorer leurs attentes. Mais pour les parents adoptifs, ça peut être les aider à voir comment ils peuvent continuer à jouer un rôle parental auprès de leur enfant. Donc, comment ils peuvent leur offrir du soutien euh, à travers là toutes ces différentes facettes du contact, parce que tu sais, le soutien parental est clé pour bien vivre ce contact-là. Donc, comment aider les parents à aider leurs enfants adoptés. Et justement, les professionnels peuvent appuyer les familles adoptives et leurs membres long terme là, pour que les relations familiales soient solides, pour qu'elles soient moins propices justement, soient moins vulnérables en fait aux effets négatifs d'un contact avec la famille d'origine et que justement ces relations soient ultimement un facteur de protection pour les membres lorsqu'il y a un contact.
Donc voilà pour mes recommandations là pour ben, certaines recommandations. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je dirais que c'est quand même l'essentiel. Euh, et pour les personnes en recherche, tu sais, ça peut être tu sais, il y a un besoin d'explorer davantage les relations qui sont difficiles. Donc, de mieux comprendre les dynamiques complexes qui peuvent émerger lors des démarches de recherche, lors du contact. Donc, d'explorer davantage ces tensions, ces incompréhensions ou même les ruptures relationnelles qui peuvent avoir lieu. Recommandation aussi, là, c'est d'approfondir la recherche avec les membres de la famille d'origine. Tu sais, les membres de la famille d'origine ont aussi leur propre expérience de ce contact-là. Donc, c'est d'explorer ou le besoin d'explorer, en fait, là, les expériences, les attentes des parents, frères et sœurs d'origine, mais aussi d'autres proches, grands-parents, oncles, tantes, parce que la littérature nous montre que souvent en adoption internationale, les personnes adoptées retrouvent, oui, tu sais, la famille plus immédiate, si on veut, parents, frères et sœurs, mais le contact parfois ouvre justement à tout un village de personnes et elles peuvent avoir justement des relations significatives avec ces autres personnes, mais que ces relations justement peuvent être négatives ou ben, négatives, positives. Donc, c'est d'explorer justement l'effet de ce contact sur les membres de la famille d'origine. Euh, j'ai beaucoup parlé des parents adoptifs dans le cadre de ma présentation parce que les résultats donnaient ça justement, mais c'est quand même ben, c'est important en fait de se tourner, de se pencher en fait là, vers les membres de la famille, de la fratrie adoptive, donc d'explorer leur vécu, d'explorer leur perception du contact, mais aussi de l'adoption. Tu sais, la fratrie adoptive est souvent en marge, donc c'est pour avoir un meilleur portrait familial de ces sujets-là en adoption, ben c'est important là, de faire des recherches avec les membres de la fratrie adoptive. Et un autre élément, c'est d'explorer justement les perspectives des acteurs en adoption autour de ces questions-là. Donc, de recueillir les points de vue des professionnels, bon, travailleurs, travailleuses sociaux, psychologues, organismes d'adoption, mais qu'est-ce que ces acteurs reconnaissent de ces enjeux? Quelles sont leurs pratiques d'accompagnement en matière de recherche et de contact? Puis quels sont leurs besoins aussi pour mieux soutenir les personnes adoptées et leurs familles. Donc voilà mes recommandations pour le monde de la recherche. Ça m'amène à la fin de ma présentation. Merci de votre écoute. Vraiment, là, c'était chouette de pouvoir partager ces différents détails-là de mon étude avec vous. On peut maintenant passer aux questions et aux commentaires, mais rapidement, je voulais juste vous montrer, surtout pour l'enregistrement, mais je pense, ben oui, je sais que le PowerPoint est disponible, mais voici les références là que j'ai utilisées justement pour monter cette présentation-là. Donc, je vais passer la parole à Merci infiniment, Joanne, pour ta générosité.